ça implique de l'être, en plus d'être maire? On commence par des invités ou... On va commencer par vous. Je commence. Ouais. Bien, nous, c'est une histoire toute récente, comme vous avez pu le deviner, parce que par deux phénomènes combinés, à la fois la reconnaissance du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a été un coup d'accélérateur et un coup de projecteur sur, comme je vous le disais tout à l'heure, la conscientisation qu'on avait quelque chose là qui pouvait être porté aux yeux du monde, et les enjeux de requalification de ce bassin minier par un dispositif national qui est unique en France, qui s'appelle l'engagement pour le renouveau du bassin minier, qui est, pour vous schématiser les choses, un ENRU minier. Nous, on l'appelle l'ENRU minier, c'est un dispositif national qui apporte des financements de requalification urbaine et d'habitat sur le bassin minier. Et du coup, en travaillant sur cet héritage patrimonial, par les discussions, les réflexions qu'on a pu mener, on s'est aperçu que nous avions, nous on le savait qu'on avait des cités-jardins, mais on n'en mesurait pas le potentiel, ni le fait qu'en fait elles n'étaient pas connues. Et que cette spécificité, ailleurs en Europe ça a été rappelé, eh bien c'était quelque chose de complètement assimilé, quelque chose de différenciant, quelque chose d'attractif, et que nous, cette utopie urbaine, sociale et environnementale à l'époque, eh bien, était complètement un peu passée à côté, quoi, parce qu'il fallait qu'on fasse le deuil de cette histoire industrielle, mais aussi ce deuil de... Je me retrouve dans ce que vous dites tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, monsieur, sur, je parlerai de paternalisme municipal, pour pas avoir de connotation politique, mais je pense que l'expression politique que vous avez eue est à bon escient. Et de dire que derrière toute cette histoire qui, malheureusement, a combiné des échecs, eh bien, il y avait quelque chose, il y avait une résilience de possible. Et un des outils de cette résilience, ça allait être la cité-jardin. Et par conséquent, on a identifié ces particularités architecturales que nous avions dans le bassin minier, parce que vous entendez parler de coron, mais le coron, c'est une forme d'habitat, c'est une forme de spatialisation de l'habitat. Et puis il y a les cités minières, qui elles aussi prennent différentes formes, plus du logement individuel que du collectif, mais avec une particularité qui est la place du jardin dans cette typologie d'habitat, dans cette structuration d'habitat, et puis au-delà de l'architecture, une spatialisation faite de rues courbes, des méandres qui font qu'on peut à un moment donné s'y perdre. Donc voilà, on a là une spécificité avec derrière toute une mise en récit et une histoire humaine à porter qui nous a conduit et invité à nous pencher et à faire en sorte qu'il fallait, dans le spectre des éléments d'attractivité, de reconversion de ce bassin minier, de mettre en exergue ces cités-jardins. Et là, donc, encore une fois, je reprends l'expression de la ficelle, de la pelote que nous tirons, et on s'aperçoit que dans les lieux de rencontre et les espaces d'échange, de dialogue autour de cet enjeu des cités-jardins, il y a l'Île-de-France. Il y a l'Île-de-France qui est structurée depuis un certain temps, qui est organisée de façon transpartisane. Eh bien, nous, on a à peu près le même profil. C'est-à-dire qu'on a un linéaire qui s'appelle le bassin minier, qui a en son sein différentes cités minières, structurées de façon différente aussi, gérées localement par des gens de différentes sensibilités, mais qui ont ce point commun de vouloir faire ensemble, avec les habitants aussi, eh bien, de ce lieu de vie, de cet espace collectif, quelque chose qui puisse être demain au rendez-vous des questions qu'on se pose de façon contemporaine et pour lesquelles il faudra apporter des réponses qui s'inscrivent durablement dans le temps et de façon soutenable, pour reprendre l'expression. Et ainsi, eh bien, on s'est rapproché d'Azine Taïbi et de l'association et eh bien, on a commencé à faire notre jumelage, nos échanges culturels et ils sont venus prendre le soleil du Nord, parce qu'en plus il faisait très beau ce jour-là. Et on est parti, il faisait beau chez nous. Voilà, ça c'est dit. Et ensuite, nous, on est venus ici avec les élus du Nord et du Pas-de-Calais pour consolider cette construction d'associations régionales à l'échelle de nos deux départements et de faire en sorte que, bien, on vienne continuer de s'inspirer de ces expériences pour pouvoir venir à vos côtés, challenger les initiatives, challenger l'attractivité, challenger la reconnaissance et les expériences que nous pouvons faire sur notre territoire. Très bien. Alors,
Tu as dit beaucoup de choses je suis bavard. très intéressantes, non, mais très intéressantes et qui vont rejoindre un peu ce que je vais d'ailleurs dire. Alors l'association régionale des cités jardins de France a 10 ans, un peu plus de 10 ans, on a fêté les 10 ans il y a quelques temps. Donc c'est une jeune association, alors évidemment un peu plus grande que la vôtre, mais ça reste encore une jeune association. Mais en réalité, la réflexion, pour être très clair, elle date depuis bien longtemps. Et cette réflexion et cette envie de se structurer, de se mettre en réseau, de se fédérer, elle est aussi le fruit de plusieurs échanges, parfois informels, qu'on a pu avoir, moi ou d'autres, pas forcément moi, que l'on a pu avoir avec beaucoup de partenaires. D'abord avec les chercheurs, les historiens, etc. Donc avec beaucoup de personnes ici présentes, des chercheurs, des personnes qui travaillaient dans des institutions, des collectivités, et qui savaient pertinemment que ces cités-jardins étaient des espaces exceptionnels, magnifiques, mais pas forcément valorisés par le grand public et d'une manière générale par toutes et tous. Mais c'est également aussi celles et ceux qui travaillaient dans les offices HLM. Voilà. Il y avait une appétence qui était multiple, et des chercheurs, et des historiens, et des techniciens, et des élus, mais également aussi des habitants. Voilà. Je dis ça parce que cette association n'est pas née par la volonté d'une ou deux personnes, en tous les cas pas que par ma volonté personnelle, mais elle est née dans un mouvement beaucoup plus large, et ça je pense que c'est important. Et à partir de là, il y a maintenant quasiment 10 ans, Stein et Suresnes ont eu cette idée de se mettre en réseau, et de manière, comme tu l'as précisé tout à l'heure, en mettant presque de côté nos sensibilités poétiques, parce que une ville comme Stein, qui est une ville populaire, très populaire, et on le revendique, voilà, une ville populaire. Une ville comme Suresnes, qui était très populaire, qui l'est peut-être un peu moins, mais en même temps, celles et ceux qui vivent dans la cité-jardin de Suresnes, comme celles et ceux qui vivent dans la cité-jardin de Stein et dans bien d'autres, sont des populations de classe populaire. Donc est venue l'idée de faire abstraction de nos sensibilités poétiques et de se dire on peut se regrouper, travailler ensemble, se mettre en réseau, à la fois pour faire la promotion des cités-jardins, et on s'est aperçu qu'en région parisienne, en Île-de-France, il y a énormément de cités-jardins, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a beaucoup, avec des particularités, des singularités totalement différentes, mais elles ont toutes et tous, elles ont tous un cachet important. Donc il y avait cette volonté d'en faire la promotion, valoriser aussi ce patrimoine, et ce que tu disais de très juste, Émeric, tout à l'heure, c'est aussi en faire un outil à la disposition, au service et avec les habitants. Ça, c'est extrêmement important. Les syndicats de locataires, les associations, mais les habitants eux-mêmes. Parce que les habitants eux-mêmes considéraient, en tous les cas, je prends l'exemple de Stein, considéraient que quand ils habitaient à la Cité-Jardin, ils étaient logés. Mais être logé dans une Cité-Jardin, c'est aussi avoir à disposition, je dirais, un certain nombre de modalités importantes, services publics, espaces verts, jardins partagés, équipements culturels, sportifs, de santé, etc. C'est carrément un bout de ville avec, je dirais, des modalités multiples, extrêmement importantes. Et là, c'est vrai que Henri Sellier et puis ceux qui l'ont accompagné, ils avaient déjà à cette époque-là une vision avant-gardiste, une vision utopiste de ce que pouvait représenter un bout de ville avec des espaces verts généreux, avec des espaces qui permettaient l'échange des habitants, etc. Et puis avec un signe très très fort, c'était en effet à la fois révolutionnaire. Et tout à l'heure tu parlais du paternalisme municipal. Voilà, je pense qu'on peut même parler pour beaucoup d'endroits, et c'était le cas sur Stein. Il y avait aussi une pratique de mettre en place un communisme municipal avec la force des services publics, la place des travailleurs, parce que la Cité-Jardin, au fil du temps, les habitants ont beaucoup changé dans la Cité-Jardin, mais si on revient en arrière dans les années 40, 50, jusque dans les années 60, allez, je vais tirer jusqu'à fin des années 60, on va dire quasiment les habitants qui vivaient dans les Cité-Jardin et celles de Stein,
étaient des habitants qui travaillaient dans les usines de la plaine. Ben justement, ici, il y avait, là où vous êtes aujourd'hui, il y avait énormément d'usines, des grosses entreprises industrielles. Et toute leur main-d'œuvre était dans les quartiers populaires et principalement dans les quartiers type Cité-Jardin, etc. Donc il y avait cette volonté de se mettre en réseau, de travailler ensemble et aussi, ça fait partie aussi d'un des objectifs, même si il ne s'agit pas non plus de heurter la sensibilité des communes qui vont adhérer, parce qu'on peut se retrouver autour d'une réflexion, d'une action commune qui fait la promotion, la valorisation des cités-jardins, mais parfois, sur le terrain, on peut se retrouver dans des logiques un peu différentes, etc. Par exemple, sur ça, me concernant en tant que maire, mais voilà, plus en tant que maire qu'en tant que président, je fais tout, et je pense que c'est pareil dans beaucoup d'endroits, pour que ces cités-jardins restent un domaine, on va dire, géré par le logement social, géré par un bailleur social. Voilà. Et on sait très bien que dans certaines communes, il y a cette tentation, justement, d'être, je dirais, proche de la spéculation immobilière et certainement de faire, parce qu'il y a des endroits remarquables, et vous imaginez à quelques kilomètres de Paris, avoir un petit pavillon de 3 pièces, un F3 avec un beau jardin d'à peu près 120 mètres carrés, c'est sûr que c'est intéressant et ça peut attirer des spéculateurs immobiliers qui seraient prêts à investir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le cas, on ne les voit pas trop parce qu'ils savent très bien que venir à Stains, ils ne seront pas forcément les biens reçus, hein, mais on sent qu'il y a là aussi une appétence immobilière, une appétence justement de transformer, de changer la population, etc. Donc, on est aussi une forme, je dirais, de résistance. Après, c'est tout le travail qu'on peut avoir au sein de l'association pour préserver ce patrimoine qui est principalement destiné aux classes populaires, parfois celles qui n'ont pas les moyens de se loger dans des conditions correctes. Donc voilà, il y a à la fois, pour conclure, il y a une démarche aussi pédagogique, c'est de travailler aussi en lien avec les écoles, en lien avec les établissements scolaires d'une manière générale, avec les enfants, parce que c'est important que les enfants comprennent que ces espaces et ce patrimoine est exceptionnel. Et puis c'est aussi une vitrine pour nos municipalités, avec des logiques très, très différentes, parce que vous, c'est beaucoup rattaché avec l'histoire du bassin minier, donc, mais rattaché avec le monde ouvrier, et puis celle de la Cité-Jardin était rattachée avec l'histoire industrielle du nord de Paris, etc. Donc il y a une valeur historique, une valeur, je dirais, bien ancrée dans le sillage ouvrier. Il y a une valeur pédagogique en direction des enfants. Il y a aussi une valeur importante, c'est d'impliquer les habitants et de leur dire que vous habitez dans un espace qui est exceptionnel, c'est à vous de réapproprier cet espace. Alors on a pu le faire au moment où la Cité-Jardin de Stains a connu une réhabilitation très importante, qui a été initiée à l'époque par le bailleur qui est maintenant Seine Habitat. Je crois qu'une réhabilitation qui a démarré, il me semble, en 2002-2003, c'est bien ça, je regarde derrière, voilà, c'est ça à peu près, au début des années 2000. Une réhab qui a été extrêmement importante parce qu'il fallait voir la Cité-Jardin avant la réhab et ce qu'elle est maintenant. Alors évidemment, il y a toujours des dysfonctionnements, il y a toujours des difficultés, mais et c'est là où on a pris la mesure et l'importance justement de créer ce réseau et de créer cette association à l'échelle régionale. Merci beaucoup, et ça faisait la transition avec ma deuxième question qui portait justement sur le lien entre l'association et les habitants au prisme des cités-jardins et du coup l'adresse autour de l'association du bassin minier. Le lien avec les habitants, il est fondamental parce qu'on a aussi une particularité, je pense que vous n'avez peut-être pas ici, c'est que nous on a un défi démocratique. C'est-à-dire qu'on a un rapport à l'élection très compliqué. Soit c'est un désintérêt total, soit quand ils s'y intéressent, plutôt les extrêmes, et les extrêmes à ma droite. Donc on a un enjeu de reconquête des valeurs républicaines et du vivre ensemble dans ces cités qui passe et qui doit passer par la participation des habitants à la transformation et à l'appropriation de leur cadre de vie à travers ce vivre ensemble et à travers un engagement contre les vulnérabilités. Pour le dire autrement, les questions de pouvoir d'achat, les questions de précarité énergétique, les questions de précarité sociale,
sont posées au cœur de ces cités. Et donc, à travers tout le travail qu'on peut faire de mise en mouvement des habitants sur des choses au départ un peu simples, la réhabilitation de leur logement, comment se réapproprier un logement rénové, plus conforme à leur vie, en redonnant du sens à la place du jardin et la culture du jardin, en mettant en mouvement du lien social à travers des fêtes de quartier. Et donc, nous, on a depuis 4 ans une initiative qui s'appelle la Gardin Party. Parce que chez nous, le jardin, on dit gardin. D'accord ? Et vous avez compris, hein, party, c'est un petit clin d'œil au palais, l'Élysée. Nous, on a la Gardin Party chez nous. Et par conséquent, à travers ces manifestations culturelles et la médiation culturelle qu'on peut faire avec nos habitants, eh bien, on peut engager tout un travail de dialogue renoué, d'éducation populaire, pour faire en sorte que eh bien, le chant des sirènes puisse s'éloigner, en revenant sur des considérations de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir avoir des services de proximité, de se battre pour avoir des services de proximité, de se battre pour avoir un accompagnement qui nous permet d'évoluer et non pas d'avoir le sentiment d'être relégué, où l'ascenseur social ne fonctionne plus. Et donc tout ce travail-là, nous le menons avec ce point de départ qui est la cité jardin et la spécificité de la cité de jardin. Et donc cette conjonction cet alignement de toutes ces planètes, la rénovation des espaces publics, pour donner davantage de tranquillité publique, pour répondre aux enjeux écologiques, pour donner de la place au vivre ensemble, à la mixité sociale, dans un logement adapté, économe en énergie, qui vous permet de soulager quelque peu votre pouvoir d'achat, eh bien ça montre qu'il peut encore y avoir de la confiance dans l'action publique, que l'action publique elle a du sens, que l'action publique elle est là au quotidien, et ça nous permet d'engager un débat et un discours politique, d'éducation populaire, pour faire en sorte qu'à travers cette participation intéressante, vous voyez, cette cité-jardin, eh bien on puisse décliner une élévation sur les enjeux nationaux et internationaux, modestement. Merci beaucoup. Donc, on a une transition avec la question suivante. Parfaite. Alors, bon, pour l'association des cités jardins d'Île-de-France, dans les statuts, 3 grands objectifs: préservation, valorisation, promotion, au sens de faire connaître. Vous avez dit se battre pour des services de proximité, redonner confiance aussi dans l'action publique. Alors, en tant que maire, voilà, pour vous, adhérer, faire partie d'une association, est-ce que c'est un levier pour justement porter des projets de territoire? Est-ce que le fait de passer par l'association change la relation à d'autres acteurs, interlocuteurs de l'action publique, État, région, bailleurs sociaux, intercommunalité? Voilà, qu'est-ce que ça apporte en plus de s'adresser en tant que membre d'association et pas seulement en tant que maire? Oui, c'est un levier, incontestablement, c'est un levier extrêmement important. D'abord, c'est un levier parce que ça nous permet de ne pas se sentir parfois un peu isolé, parfois un peu seul, et de pouvoir partager une même passion, une même envie. C'est justement cette promotion, cette valorisation des cités jardins. Et puis, y compris, de pouvoir même évoluer dans les idées que l'on peut avoir et qui sont posées à partir d'un territoire que l'on connaît bien, donc le mien pour la cité jardin, et puis de voir un petit peu les spécificités, les particularités des autres cités jardins, la manière dont les élus, dont le tissu associatif mettent en place des projets différents selon s'ils sont à Suresnes, à Champigny, puis à Rennes, etc. Donc ça nous permet justement d'être aussi, on va dire, en réseau et d'être en capacité d'établir, entre guillemets, un rapport de force plus intéressant auprès des institutions publiques, mais aussi auprès d'autres partenaires différents. Mais ça ne veut pas dire que les choses soient simples. Il faut quand même le dire, même si la Cité Jardin, l'association existe depuis 10 ans, on est quand même parfois heurté à des difficultés pour pouvoir obtenir des cofinancements, obtenir une participation, ou en tout cas un soutien plus fort des différents partenaires, parce qu'à un moment donné, évidemment, quand vous rencontrez tout le monde est vraiment
vraiment très contents de ce que l'association peut mener en termes de projet, le fait que cette association est transpartisane et qu'on puisse parler à plusieurs voix pour une même ambition. Mais dès qu'il s'agit de demander quelques cofinancements et quelques centaines et parfois milliers d'euros, ça devient un peu plus compliqué. Donc ça veut dire qu'il y a encore, je dirais, un travail important à mener, il y a encore à convaincre les institutions publiques, les autres partenaires, à leur dire et à leur montrer que cette association, elle est aussi au service d'un intérêt plus général, elle est au service de nos territoires, et que chaque institution, que ce soit l'institution à l'échelle régionale, départementale ou métropolitaine, après en fonction aussi de leurs compétences, parce que parfois on nous renvoie sur d'autres institutions, ou sinon à l'échelle de l'État, c'est aussi un sujet d'utilité publique. Voilà, c'est de montrer aussi que le travail que nous engageons est un travail d'utilité publique et que nous souhaitons cranter pour le faire vivre et faire en sorte que ça soit aussi travaillé dans l'avenir. On est quand même heurté à quand même quelques difficultés, surtout cette dernière période, pour être très transparent, parce que parfois ça demande beaucoup de temps. On a fait le choix, nous, au sein de l'association, et je voudrais vraiment saluer le travail de Noémie, on a fait le choix au sein de l'association d'avoir une salariée. D'ailleurs, c'est à chaque fois une salariée. Voilà. C'est un choix, alors on aurait pu en effet partir du principe que pas de salariés et on travaille en totale autonomie, en total bénévolat, etc. Mais on s'est très vite aperçu que ça nécessite énormément de travail, de préparation, d'organisation. Par exemple, on organise les printemps des cités jardins, ça nécessite quand même une sacrée préparation. Donc, même une salariée, donc parfois on associe la salariée à des personnes qui sont en contrat de qualification, en formation, etc. Et puis on a aussi des bénévoles, donc c'est le cas avec celui qui filme ou qui prend des photos. Et puis en même temps, ça fait montrer aussi auprès des partenaires que voilà, le sujet pour nous il est sérieux. Quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez fait encore le choix d'avoir un salarié à mi-temps, pas encore, mais ça montre aussi la crédibilité, le sérieux de l'association, en plus de l'accompagnement de celles et ceux qui travaillent dans d'autres institutions, d'autres collectivités, que ce soit le département, etc., et qui vraiment nous accompagnent. Et très franchement, sans eux, sans tout ce travail collectif, on n'existerait même pas. Voilà. Et très franchement, même si les élus que nous sommes, le président que je suis et maire par ailleurs, mais l'ensemble des maires, les élus du bureau, etc., malgré toute la bonne volonté, si derrière on n'a pas des personnes qui trempent et qui donnent une perspective pour faire la promotion, la valorisation des cités jardins et aussi pour commencer à réfléchir sur comment on peut imaginer concevoir des cités jardins dans 20, 30, 40, 50 ans. Voilà. Ce qu'on pouvait imaginer il y a un siècle, à peu près, celle d'Austin a été créée, les premières constructions de la cité jardin d'Austin datent de 1920, je crois à peu près. Ça a duré pendant pas mal d'années. Ce qu'on pouvait imaginer en 1920, on ne l'imagine plus de la même manière en 2020. Et certainement, on ne sera pas là pour le vérifier, mais certainement qu'on ne l'imaginera plus en 3020 ou je ne sais trop quoi. Mais ça nous permet aussi de compter un sillage de réflexion, et ça c'est important. Donc voilà. Avec, je dis vraiment, comme je dirais le fil conducteur, c'est vraiment la place des habitants. Pour nous, c'est extrêmement important de faire en sorte que les habitants s'approprient toute cette réflexion et ce travail collectif. Merci. Oui, alors nous c'est, comme on est récent, la motivation, ça a été le partage et la capacité de chasser en meute. Le partage, d'abord, c'est le partage d'expérience. Et donc de pouvoir aller à la recherche d'expériences inspirantes pour pouvoir donner des idées et de faire en sorte que sur un même bassin de vie, avec un même récit, eh bien, on puisse porter des trajectoires similaires et faire en sorte que ce qui marche bien quelque part pourrait se dupliquer ailleurs en matière d'économie sociale et solidaire, en matière d'animation, voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais un certain nombre de choses comme ça. Et puis après, c'est effectivement la reconnaissance. On se bat pour la reconversion d'un territoire, vaut mieux y aller à plusieurs et chasser en meute que d'y aller tout seul, surtout, bon, bref. Et surtout quand on n'est pas du bon côté du manche politique. Donc, vaut mieux y aller de façon transpartisane et porter un projet collectif pour faire en sorte qu'on puisse être entendu. Juste un mot sur la participation des habitants.
Oui, il ne faut pas lâcher le morceau. Oui, il faut les mettre au cœur du dispositif. Mais qu'est-ce qu'on rame? Qu'est-ce que c'est dur? Bien sûr. Je vous le dis avec beaucoup de simplicité et en toute transparence. On s'évertue, on lâche pas le morceau, mais vous savez, les préoccupations du quotidien, ça prend le dessus sur le réfléchir global, le réfléchir ensemble. C'est d'abord, chez moi, comment demain je fais ou comment à la fin du mois je fais. Voilà. Et par conséquent, c'est une des batailles aussi, à travers cette mise en association et cette mise en réseau des cités-jardins, c'est aussi un prétexte à ne pas lâcher. C'est de mettre du carburant dans le moteur pour dire non, mais de toute façon, ça vaut. On y croit, donc si on y croit, ça passe par ça. Et si ça passe par ça, il faut qu'on se donne les moyens de réussir à mobiliser la participation citoyenne. C'est compliqué, franchement compliqué. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions, pour ces réponses, ce débat. On aurait aimé donner la parole également au public pour quelques questions, mais on me fait savoir qu'il est un peu tard, qu'on a un petit peu dépassé l'horaire de cette journée. Donc voilà, on va sortir tranquillement. N'hésitez pas à venir échanger avec l'une ou l'autre. Merci beaucoup pour votre participation, merci pour votre présence et réponse.